Oui, une dernière chose, je ne vous ai pas présenté donc Jean-François qui est porteur de micro, mais qui également doit vous lire un petit texte qui correspond à un rituel mis en place avant chaque conférence. Je vous laisse l'écouter, puis vous verrez bien. Je vais essayer de ne pas bafouiller, j'ai pas le temps de l'apprendre par cœur. Alors, le contre-ordre des économistes tenant séance à la bonne ville d'Aix-en-Provence en ce mois de juillet 2012, respectant la tradition telle qu'elle est écrite dans la pierre depuis mardi dernier, va procéder séant et par mes soins à l'intronisation de Alain Persat. Alain Persat, adhérez-vous à l'idéal de la confrérie tout entier inclus dans la maxime Deconantus non bilibus, deconibus ferpectus cognitas, qu'on peut assez fidèlement traduire par « les plus déconnants ne sont pas ceux que l'on croit, les plus déconneurs sont parfaitement connus ». Amen. Donc, si oui, acceptez ce nez rouge qui représente la plus haute distinction de notre léger contre-ordre, et dites « j'en suis fier ». J'en suis très fier. Considérez-vous comme intronisé, la conférence peut commencer. Alors, je vais quand même enlever le nez, parce que ça me fait parler du nez. Et ça me fait loucher. Et pour lire, c'est pas toujours facile. Je vais essayer de pas trop lire, mais j'ai tellement de choses à dire que je vais essayer d'y arriver. Alors, mes confrères ou les conférenciers qui parlent en économie vous parlent de chiffres. Moi, je vous ai proposé 15 pages, je n'ai pas un seul chiffre. Parce que l'économie, celle que l'on vit, elle ne se mesure pas, elle se vit d'abord. Ce n'est pas parce qu'on mesure quelque chose que la mesure doit être plus importante que la réalité qu'elle mesure. Alors, on va essayer de comprendre cette économie telle que nous la vivons. Actuellement, si on observe bien, nos sociétés déconnent complètement. En économie, les vieux dans la misère, les jeunes dans la galère, les richesses inouïes qui s'affichent chez les uns, des pauvretés et des famines chez les autres. Dès qu'une banque a le hoquet, l'État vole à son secours et sort des milliards d'euros, mais quand le peuple réclame, on lui dit les caisses sont vides. La finance favorise toujours les plus riches, pénalise les plus pauvres. Et la finance aggrave cette absurdité économique avec, par exemple, cette notion de retraite par capitalisation. Et la retraite par capitalisation accumule des fonds énormes de façon égoïste, alors que la retraite par répartition apporte une certaine solidarité, et ça crée ces fameux fonds de pension qui se baladent d'un pays à l'autre et qui cherchent uniquement le profit en se foutant éperdument de à quoi ils servent. Ça déconne au niveau international. Des pays entiers sont pourtant très riches. Ils ont du pétrole, ils ont de l'uranium, etc. Et leurs populations sont exsangues. Ça déconne au niveau de l'énergie. On épuise toutes les ressources énergétiques. On se fout éperdument de ce qui restera pour les générations futures. On épuise les ressources alimentaires. On est en train de vider les océans de leurs poissons. On épuise les forêts. On épuise l'eau douce. On épuise tout ce que l'on a à toute vitesse. Ça déconne en santé, les seins sont trop gros, d'autres sont trop maigres, les deux se plaignent. Ça déconne en énergie, en écologie. Tous les spécialistes dans tous les domaines de l'écologie, quels qu'ils soient, tirent le signal d'alerte. Que ce soit le méthane, que ce soit les crapauds, que ce soit l'air, que ce soit l'eau, que ce soit les poissons, que ce soit les forêts, que ce soit l'atmosphère. Même l'espace actuellement est pollué avec des tas de rejets que l'on met en haute altitude avec les avions ou les satellites. Ça déconne aussi sur l'avenir. Nos enfants naissent sans espoir. Il va falloir qu'ils gèrent nos poubelles avec le nucléaire pendant des millions d'années. Et en plus, payent nos dettes. En plus de tout ça, il va falloir qu'ils vivent dans un univers où on a semé des bombes et des mines antipersonnelles sans même savoir où elles sont. Ça déconne aussi dans le social. Trou de la Sécu, encore ce matin, j'ai entendu un chiffre complètement délirant. L'État qui pratique lui-même une forme de travail noir en faisant des aides, bien sûr sans aide sociale, ce qui aggrave le trou. Ça déconne y compris dans le langage.
le spectacle médiatique s'est accaparé de la formulation même de nos valeurs sociales. La politique, c'est plus des jeux de mots qu'un débat d'idées. Et ça déconne même en économie, alors qu'on a affaire à des spécialistes, avec une crise qui n'en finit pas de commencer et de s'aggraver. Actuellement, les banques sont, paraît-il, provisoirement sorties d'affaires, mais n'ont changé strictement rien à leurs pratiques, et chaque jour qui passe annonce encore de plus graves calamités. Les États sont à plat ventre devant les financiers et les entreprises internationales, et pendant ce temps-là, la démographie, avec des pays qui utilisent leur ventre, parce que c'est le meilleur moyen démocratique de se faire entendre. Reste aussi la morale. Imaginez que des économistes reconnus préconisent des guerres pour la santé de leurs finances et que des politiciens reconnus commencent à envisager des génocides pour résoudre les problèmes démographiques. Donc ça déconne partout. Pourtant, on a des sociétés incroyables. Imaginez aujourd'hui, qui meurt de faim? On a de la nourriture tellement qu'on jette 30% de notre production. On a de l'habillement fabuleux, on a des textiles incroyables, on peut se balader au pôle Nord en plein été, au Sahara, on a tous les textiles, tous les habits qu'il faut, on a tous les habitats qu'il faut, on a l'eau, l'électricité, le gaz, Internet, etc. On a des habitats qu'on est capable de construire qui fabriquent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Le travail aujourd'hui, regardez le confort qu'on a au travail. Les accidents du travail sont quand même beaucoup plus faibles qu'autrefois. On se soucie de notre santé, on a des douches au travail, on a un confort de travail. La santé, l'imagerie médicale, compréhension du corps, greffe, machinerie qui remplace le cœur et le poumon. On a des outils incroyables. On a une santé comme jamais on a eu. Communication. On peut se parler d'un bout à l'autre du monde en temps réel avec le son, l'image, et tout le monde peut s'exprimer. On a accès aux traducteurs automatiques. On a accès à toutes les connaissances. Autrefois, la moindre connaissance était difficile à avoir. On peut se déplacer dans le monde instantanément ou très rapidement avec les avions comme aucune génération n'a pu le faire. Par mer, par eau, par les métros, par toutes les solutions, même en vélo électrique. On a de l'énergie, on a plein de sources d'énergie, du pétrole, du nucléaire, on a tout ce qu'il faut. On la gaspille. On a des sciences et découvertes, on a l'espace, histoire, biologie, etc. Vous savez tout ce qu'on a aujourd'hui et imaginez ce qu'avaient nos propres parents. Même en sécurité, on saurait prévoir les tsunamis. On a des systèmes de protection, on sait construire solidement, on sait surveiller. En psychologie, les connaissances, en éducation aussi, on fait d'énormes progrès. Même en loisirs, en sport, en culture, on peut faire une musique qui est reproductible à l'infini. On invente des sports de tous les côtés. Alors on a tous les outils pour réussir et on ne fait que des conneries. Où est la cause? Eh bien, si vous regardez, chaque fois qu'on a une réussite, on a l'économiste qui vient et qui nous fout la pagaille. La nourriture, on l'a. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des normes, il faut des emballages, des étiquetages, il faut des normes, il faut, etc. Pour notre sécurité, peut-être, mais surtout, ça fait un gaspillage incroyable. Et on fait de l'agriculture industrielle, donc des pesticides, des engrais, etc. Donc, on a d'un côté des outils et de l'autre une dégradation de ces outils. Mais c'est valable pareil. L'habillement, très bien, mais on fait travailler les enfants en Chine pour le faire. L'habitat, très bien, mais on se retrouve quand même avec des SDF, des immigrés, des Roms qu'on ne veut pas loger, avec des logements vides en face. Le travail, très bien, bizarre. Pourquoi on a tant de chômage? Pourquoi on a tant de précarité, de maladies professionnelles? Les objets qu'on fabrique actuellement peuvent être fabuleux, mais qu'est-ce que fait l'économiste? Il fait l'obsolescence programmée. Il nous fait fabriquer des objets qui ne servent à rien. Il appuie sur la mode pour nous obliger à consommer des choses inutiles. On est des placards pleins de choses qui ne servent à rien. La communication, très bien, et on le transforme en société du spectacle. Des manipulations médiatiques, des manipulations sémantiques, où on arrive à faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Un Twitter d'une bonne femme a plus d'importance qu'un programme économique. Et ainsi de suite. En sciences, on fait très bien en sciences, mais on fait des bombes, on fait des produits cancérigènes, on fait des drogues. En énergie, très bien, mais on a le CO2, le risque nucléaire, gaz de schiste. À chaque fois, pour des raisons économiques, on dégrade les atouts qu'on a.
Mais pourquoi tous ces indicateurs économiques, écologiques, humains passent-ils en zone d'alerte? Pourquoi on assiste impuissant en écologie à la plus grande disparition d'espèces qu'on ait jamais eue, au plus grand changement climatique qu'on n'a jamais eu? Dans tous les cas, même les plus indépendants de notre volonté, c'est l'économie qui nous fout la pagaille. Même le tsunami qui est arrivé au Japon, la plus grave conséquence du tsunami vient des économies qu'on a faites sur l'installation du nucléaire, et c'est ça qui va être obligé d'être géré pendant des dizaines et peut-être des centaines d'années. C'est l'économie qui a aggravé le tsunami, alors que l'économie, la science aurait pu nous permettre de le prévoir et de nous en protéger. Même nos guerres ont pratiquement toutes aujourd'hui une raison économique. On va en Libye, pourquoi? Il y a du pétrole. On ne va pas en Syrie, pourquoi? Ben, il n'y en a pas. Moi, je résume peut-être caricaturalement, mais je crois que beaucoup de gens arrivent un peu à la même constat. Alors, notre façon de gérer l'économie serait-elle la principale origine de tous nos problèmes? Alors, on va me dire que c'est grâce à cette économie qu'on a tous ces bienfaits. Là, je ne suis pas trop d'accord, parce que si on regarde bien, très souvent, les avancées scientifiques ont dû se battre contre les règles économiques. La science a toujours évolué en concurrence avec les règles économiques. Je prends un exemple, la voiture électrique existe depuis très très longtemps. Seulement, on ne sait pas peindre l'électricité en rouge, alors on ne peut pas taxer l'électricité. Alors on interdit les voitures électriques pour nous obliger à prendre du pétrole pour encaisser les TIPP. On sait faire de l'énergie de tellement de façons différentes. Mais quand on pense éoliennes, on pense des éoliennes gigantesques, parce que ce qui compte, ce n'est pas de fabriquer de l'électricité, c'est de la vendre, de la taxer, d'en faire une marchandise. Bon, j'aurais plein d'exemples dessus. Aujourd'hui, on ne nous parle que d'argent, on a une certaine conception de l'économie qui justifie ou invalide les activités humaines. Je reviens à ce coupable, c'est cette notion d'économie. Et cette économie si compétente est aujourd'hui elle-même en déséquilibre absolu. Les banques qui gèrent cette économie ont tellement peu confiance entre elles qu'elles ne se prêtent plus. Du coup, elles sont en difficulté et demandent à l'État, qu'elles critiquent par ailleurs, de venir les soutenir. Pire encore, parce que l'État les soutient, elles reprochent à l'État de mal gérer ses finances. Pourquoi? Puisqu'elles prêtent aux banques qui ne sont pas solvables. Et c'est complètement délirant. Les banques reprochent à l'État de les aider et exigent des États qu'ils les aident. Je ne sais pas si vous voyez la logique dans laquelle on arrive. Je caricature peut-être, mais moi c'est comme ça que je le vois. L'absurdité est absolue. C'est comme si l'État en plus se porte garant des banques. C'est-à-dire, c'est comme si l'État disait aux banques, si je ne vous paye pas, c'est moi qui vous payerai. Allez dire ça à votre banquier. Donc l'économie déconne à un niveau inouï, évident, et pourtant, elle tient toujours le haut du pavé. Il décide, parle, n'accepte aucune contradiction. Je signale au passage qu'il y a un prix Nobel d'économie française qui a voulu parler à la télé, on lui a toujours refusé la parole. Je ne sais plus son nom, mais des gens plus compétents que moi vous le diront. Maurice Allais. Il n'a jamais eu le droit à la télévision, du coup il en est mort, le pauvre. Là j'ai aidé. Et pourtant, à chaque fois, les solutions qu'il propose, il se plante. Du temps de Mitterrand, pour le chômage, il dira « on a tout essayé ». Pourtant, on a tout essayé. Un ministre en France a dit « les caisses sont vides ». Ils ne savent plus quoi faire. Et en plus, ces économies détruisent elles-mêmes les entreprises qui sont censées leur permettre de gagner de l'argent. Les services publics, leurs propres sources de profit, leurs clients. Ils détruisent leurs propres clients et détruisent au passage même la planète. Alors on nous dit que c'est la faute à la dette. La dette est-elle à l'origine de ces problèmes? Bon, j'ai tout un exposé sur la dette, mais je vais essayer d'aller au plus vite. Alors, puisqu'il y a de la dette, on va chercher les coupables. Bien sûr, pas ceux qui ont fait la dette, c'est les autres. Hein. Les fonctionnaires.
Alors on va licencier les fonctionnaires. Mais les fonctionnaires qu'on licencie se retrouvent au chômage. Alors on va dire, ah, c'est la faute aux chômeurs. Ben oui, ils n'ont pas de travail, les pauvres. Mais on ne s'en sort pas. Et les chômeurs, ça coûte cher. Donc on va dire, mais c'est les chômeurs qui coûtent cher, qui sont inutiles, donc c'est la faute aux services sociaux. À chaque fois, on déplace le problème. Pour résoudre un problème, on le met à côté. On va dire, c'est la faute aux retraités qui nous coûtent trop cher. C'est vrai, on vit plus longtemps grâce à la science, pas grâce aux économistes. Hein. Donc on vit plus longtemps, on va dire, donc on va retarder l'âge de la retraite. Oui, mais les gens au-dessus de 50 ans, on les embauche plus. Alors on va les mettre au chômage. Mais ça revient au même, qu'on les paye en retraité à rien faire ou chômeurs à rien faire, c'est toujours le même problème. On ne résout pas le problème en retardant l'âge de la retraite. On le déplace. On va dire, c'est la faute aux immigrés. Ouais, il faut interdire l'immigration. Sauf qu'ils viennent en France, ils payent leur TVA, souvent ils payent leurs charges sociales quand elles sont déclarées. Sauf erreur, ils remplissent nos caisses. Et ils ne les vident pas, parce que souvent, ils n'ont pas le droit ni au droit de vote, ni à tout un tas d'avantages. Et l'immigration, c'est facile de les attaquer. Ils n'ont pas le droit de vote. En plus, imaginez des gens qui sont capables de quitter leur pays, leur famille, de risquer leur vie, de risquer de se faire escroquer tout le long, de se battre contre les lois, les règles et la police aux frontières, et qui réussissent à rentrer chez nous. Mais on est en train de récupérer la crème des plus malins, des plus intelligents, des plus dynamiques, des plus volontaires, et c'est eux à qui on fait le reproche, alors qu'ils viennent en France pour consommer et travailler. Exactement les deux règles que nous enseigne cette économie. On doit les accueillir à bras ouverts. Ils sont là pour soutenir le système. Donc, ce n'est pas eux. On va nous dire c'est les mauvais gestionnaires. Ah, les mauvais gestionnaires. La Grèce, mauvais gestionnaire. Ce qui est bizarre, c'est que si je regarde la dette de la Grèce, c'est une des plus faibles de l'Europe. L'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Italie, ils ont tous des dettes encore plus grandes. Des mauvais gestionnaires, mais toutes les entreprises sont endettées, toutes les communes sont endettées, même les ménages sont endettés. Tout le monde serait mauvais gestionnaire, mais qui c'est qui nous apprend la gestion? Qui c'est qui nous dit quel modèle de gestion apprendre si ce n'est pas les économistes eux-mêmes qui nous disent c'est comme ça qu'il faut gérer? Alors peut-être qu'il y en a qui gèrent un peu moins bien que d'autres. Comme en plus c'est les plus petits, c'est plus facile de leur tomber dessus. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Reste cette dette. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette dette? Alors, on peut réfléchir. Supposons que par miracle, on rembourse la dette. Voilà, on a trouvé la solution, monsieur les banquiers, voilà votre argent, on vous le rend. Et on va en faire quoi maintenant? À qui on va le prêter si les États n'empruntent plus? Cet argent, on va en faire quoi? On va le mettre dans un coffre, mais l'argent ne s'y tourne pas. C'est plus que du papier. C'est même plus du papier-monnaie. Si on leur rembourse leur dette, l'argent s'écroule. C'est gênant, ça. Bon, ben, on va faire autrement, on ne va pas vous rembourser. Ah, mais si vous ne nous remboursez pas, on s'écroule, on ne tient plus. Ça s'écroule aussi. Ah ben zut, alors, si on rembourse, ça s'écroule. Si on ne rembourse pas, ça ne s'écroule pas. Ça s'écroule aussi. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer le statu quo. Vous allez continuer à emprunter, on va continuer à vous prêter, et vous allez continuer à donner de l'intérêt. Mais le problème, si on emprunte pour rembourser, ça veut dire que le taux d'intérêt qu'on emprunte, il sert à rembourser le taux précédent qui a déjà un taux d'intérêt. Les deux taux s'additionnent. Mais le taux d'intérêt précédent qui servait déjà au taux précédent, c'est exponentiel. Ça finit par se multiplier. Autrement dit, même le statu quo ne tient pas la route. On ne peut pas rembourser, on ne peut pas ne pas rembourser, et on ne peut pas continuer. Étonnez-vous parce qu'ils le savent ça quand même, ils savent lire quelques chiffres, ils savent lire que les chiffres, ils ne regardent pas la réalité. Ils s'en rendent compte comme ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Des plans de rigueur. Mais un plan de rigueur, qu'est-ce qu'on fait? On serre la vis partout. Mais si on serre la vis, il rentre où l'argent pour payer la dette? S'il y a moins de TVA, moins de salariés, plus de chômeurs, moins d'activité économique, moins d'échanges, il y a forcément plus de dettes. Ah bon, ben on va faire un plan de relance. Ah, plan de relance, ben allez, on remet de l'argent. Mais cet argent, on le remet où? Parce que quand on remet de l'argent en circulation, on le remet en circulation où? Dans les banques.
pour qu'elles puissent prêter, pour qu'elles puissent toucher plus de taux d'intérêt. Plan de relance, c'est bien beau, mais si on remet de l'argent en circulation, les gens vont faire quoi? Ils vont acheter où? Où c'est le moins cher. Donc le commerce international, dans un pays comme la nôtre, s'écroule. Si on prête de l'argent aux entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont investir, elles vont mettre des machines en route, elles vont automatiser. C'est plus rentable. Donc il y aura plus de chômeurs. Donc là aussi, ça s'écroule. Ni plan de relance, ni plan de rigueur. Ben, on fait les deux à la fois, mais l'un annule l'autre. Donc là aussi, ils sont coincés. Mais vous allez me dire, mais c'est totalement insoluble. En plus, on va nous dire, il faut de la croissance pour se sauver. Mais comment vanter la croissance dans un monde fini? Comment faire plus de croissance quand on est déjà en surproduction? Comment rajouter encore plus de marchandises quand les mines se vident, que les poubelles se remplissent, que nos caves et nos greniers sont pleins? Eh bien, il n'y a qu'à donner de l'argent aux pauvres. Ah oui, mais si on donne de l'argent aux pauvres, ils ne travaillent à rien faire et on ne peut pas les embaucher. Ce n'est pas une solution. Et si les pauvres veulent consommer comme nous, il n'y a pas assez d'une seule planète. Là aussi, la croissance, c'est une impasse. Si on ne va pas vers une forme de décroissance, qui me paraît moins évident, on ne s'en sort pas. Alors, toujours pas de solution. Vous n'êtes pas encore suicidé, on y arrive. Hein. Alors, comment faire pour résoudre ce problème? Alors, il faut déjà repartir. Alors, j'ai dit une autre phrase aussi qui me plaise bien, à propos du plan de relance ou plan de rigueur. Ce n'est pas l'accélérateur ou le frein qu'il faut modifier, mais la destination du véhicule. Comprendre à quoi il sert, savoir où il nous mène. Ce sont les logiques économiques elles-mêmes qu'il faut changer. À tant prôner la liberté, ce système a remplacé la libre circulation des hommes et des idées par la libre circulation des armes et des banquiers. Ça, c'est pour me faire plaisir. Alors, qui sont les coupables? Les banques, les financiers? Les banquiers, comment ils ont fait? Ils ont appliqué une règle qui est très ancienne. Si je viens vous voler de l'argent, vous allez vous défendre. Et vos voisins vont vous soutenir. C'est normal, on ne se laisse pas faire. Mais si je viens comme bienfaiteur, que je vous prête de l'argent, vous êtes dans l'ennui, voilà, je vous prête tout l'argent que vous voulez. Bien sûr, il faudra me rembourser, mais c'est normal. Et que vous ne me remboursez pas, c'est vous le coupable. Vos voisins vont dire, ah, mais c'est vrai, il n'a pas remboursé, celui-là, il n'est pas honnête. C'est quoi cette pratique? C'est exactement la pratique de la mafia. La mafia fait ça dans tous les pays du monde. Le parrain bienfaiteur vient vous prêter de l'argent, après il exige de vous tout ce qu'il veut. Et personne ne viendra vous aider. Si vous ne payez pas, c'est vous le fautif. Et qu'est-ce que la mafia fait? Elle prend le plus faible des payeurs, pas le plus gros débiteur. Elle sait où est son argent. Elle prend le plus faible des payeurs. La Grèce, par exemple. Elle va lui dire, vous ne payez pas. Il faut un exemple. Et elle va le tuer pour que tout le monde ait peur. Et les autres n'iront pas défendre la Grèce parce qu'ils ont tous besoin de la mafia pour qu'elle continue à leur prêter. C'est exactement le principe de la mafia qui est appliqué par les banques. C'est une accusation grave que je fais, mais qui peut me démontrer le contraire? Donc, réfléchissez sur cette histoire de mafia parce que pour moi c'est évident. Alors on pourrait aussi regarder une autre cause de cette dette. C'est encore un exposé que j'avais fait, c'est le fonctionnement de la dette. Je vous donne juste la conclusion. J'essaie de le démontrer jusqu'au bout. C'est le fonctionnement monétaire actuel qui génère la dette au nom de la lutte contre l'inflation. Cela aboutit à ce que la somme des dettes accumulées égale l'inflation qui a été bloquée depuis pratiquement Giscard, la politique du franc fort. Tout cet argent qui aurait dû être remis en circulation par l'inflation a créé une somme qui est égale à la dette et qui est exactement égale au taux d'intérêt dû depuis cette époque aux banques. On a déplacé l'inflation
sur la dette, et la dette représente le taux d'intérêt des banques, pas l'emprunt. L'emprunt est remboursé, c'est le taux d'intérêt qui ne sont pas remboursés. Et cette jonction-là, je l'explique par un fonctionnement de la monnaie, avec la monnaie fiduciaire, avec le mécanisme. C'est une autre conférence. Pourquoi il ne faut pas lutter l'inflation? Parce que l'inflation est le seul moyen de vider les coffres des riches sans les ouvrir. C'est le seul moyen d'alléger la dette des pauvres sans les obliger à payer. L'inflation, c'est un régulateur spontané des excès des profits. Alors, que faut-il faire? On va essayer de reprendre un peu d'optimisme. Est-ce qu'il faut pendre les banquiers? C'est comme le mafieux. Si on le descend, un autre prend sa place. Vous allez pendre les banquiers, ça fera peut-être un peu hésiter le suivant, mais un autre prendra sa place. Il sera un peu plus prudent, il sera un peu plus malin. Donc, détruire un réseau laisse le champ libre à un autre réseau. Que faut-il changer alors? À mon avis, ce qu'il faut changer, ce sont les règles. Ces règles qui permettent l'émergence des banques ou des mafias. Donc, pour changer ces règles, il faut les comprendre. On a constaté un déséquilibre, ce capitalisme qui navigue de crise en crise, ponctué de guerres destructrices, suivi de relances merveilleuses, mais à chaque fois, c'est comme un moteur qui s'emballe, qui chauffe, qui cale, qui redémarre, qui s'emballe, qui chauffe, qui cale. Ce déséquilibre fondamental du capitalisme, on le voit depuis qu'il existe. Donc, il faut trouver une notion d'équilibre. Il faut un régulateur à ce moteur. L'économie, je l'ai marqué en gros parce que c'est un leitmotiv, l'économie actuellement est considérée comme la recherche du rendement maximal. L'économie s'est consacrée à l'art d'optimiser les profits. Or, qu'est-ce qu'entraîne une telle règle? Optimiser un profit consiste à gagner dans un échange. Autrement dit, l'un gagne, l'autre perd. L'un gagne d'autant plus qu'il a plus de pouvoir, plus de moyens, plus d'accès au langage, aux tricheries et aux conseils. Le gagnant gagne de plus en plus, le perdant perd de plus en plus. C'est exactement les règles de la partie de poker. Gagner le plus possible. Or, comment se termine une partie de poker? Au bout d'un moment, quelqu'un a tout gagné, l'autre a tout perdu, et la partie s'arrête. Alors, il faut délocaliser dans le pays à côté pour trouver un autre joueur. Ce système-là ne peut pas fonctionner, ne peut pas durer, ne peut pas être pérenne, d'où crise. Alors, il y avait une possibilité, c'était les États qui pouvaient obliger le gagnant à redistribuer avec les impôts, etc. Mais le gagnant a tellement de pouvoir qu'il s'est approprié les États. Parce qu'il s'approprie tout. L'objet est devenu une marchandise qui est beaucoup plus intéressante en échange qu'en valeur d'usage. Le salarié est devenu une marchandise beaucoup plus intéressant quand il change une entreprise, on peut renégocier le contrat, que quand il reste fidèle et prend du poids dans l'entreprise où il est. L'entreprise est devenue une marchandise beaucoup plus intéressante quand on la vend en bourse que quand on la fait travailler. Les États sont devenus des marchandises beaucoup plus intéressantes quand on les note, qu'on spécule sur eux. Les banques elles-mêmes sont devenues une marchandise. La monnaie elle-même est devenue une marchandise. Donc, on a toujours ce problème-là. Comme dans une partie de poker, le joueur finit par tout gagner. Donc, ces États qui pouvaient contrôler la redistribution, ils sont eux-mêmes appropriés par des gens jamais élus et qui leur disent très bien conseiller ce qu'il faut faire. On a toute une bande d'économistes qui sont toujours là à les conseiller. C'est toujours les mêmes, quel que soit le gouvernement. Alors, on va me dire, oui, mais on n'y peut rien. C'est la nature humaine, c'est la loi de la jungle. Alors, désolé, mais la nature humaine, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai rencontré des hommes capables du meilleur comme du pire. J'ai rencontré en plus des hommes qui avaient tendance à se conformer aux règles qu'on lui propose de jouer. Si vous supposez que les gens sont des escrocs, vous faites des lois ou supposez qu'ils trichent. Mais le mec qui est face à ces lois, qu'est-ce qu'il est obligé de faire pour survivre? Il est obligé de tricher. Sinon, il est perdant, puisqu'on part du principe qu'il triche. Si vous proposez des lois qui, au contraire, partent du principe qu'il est généreux, les gens pourront exprimer leur générosité.
Les règles du jeu que l'on propose font que les gens vont se conformer à ces règles. Les gens ont souvent l'attitude qu'on attend d'eux. Si vous espérez d'un salarié qu'il soit meilleur que lui-même, il aura à cœur d'être meilleur que lui-même. Si vous commencez à le considérer comme voleur et vous vous méfiez de lui, quelle attitude il a, si ce n'est devenir réellement voleur, ne serait-ce que pour exister dans le regard qu'on a de lui? C'est un effet que les pédagogues connaissent bien. Si on attend du meilleur d'un élève, il aura à cœur de donner le meilleur. Si vous le considérez comme cancre, il aura à cœur d'amuser la galerie. Donc les règles fabriquent les hommes. On nous parle de la loi de la jungle. Qu'est-ce qu'on vous présente de la loi de la jungle? Les 30 secondes où le lion bouffe la biche, mais pas les 15 jours où le lion, rassasié à côté de la cadavre de la biche, va pratiquement se faire marcher dessus par les autres biches. La loi de la jungle, ce n'est pas le spectaculaire, c'est ce qui se passe toute la journée, où les animaux vont boire ensemble sans se manger. La loi de la jungle, c'est une notion d'équilibre. C'est les règles de l'écologie. Tiens, l'écologie, un mot à la mode. Ce qui est bizarre, c'est des tas de gens nous parlent d'écologie, ils n'ont même pas cherché à savoir ce que signifiait cette écologie. L'écologie, c'est une science. Bizarre ça. C'est la science qu'ont mis les animaux, la pratique qu'ont mis les animaux, pour savoir bien vivre ensemble. Et ça dure depuis la nuit des temps. Voilà une science qui nous enseigne comment bien vivre ensemble, depuis la nuit des temps, qu'on utilise comme un drapeau. Mais c'est quoi la politique si ce n'est pas l'art du bien vivre ensemble? C'est quoi l'économie si ce n'est pas l'art de se partager ensemble ce qu'on produit? Donc peut-être que cette loi de la jungle ou cette nature humaine, il faut l'écouter pour sa réalité, c'est-à-dire ce qu'on en a appris avec l'écologie. Et qu'est-ce que nous enseigne l'écologie? Elle nous enseigne d'abord l'équilibre, la stabilité. Aucun prédateur ne mange plus que sa faim. Aucune espèce ne s'approprie plus que son territoire. Même le parasite n'ira pas détruire son hôte. Le principe est simple. Tout excès se traduit par une pénalisation de celui qui exagère. Le partage des richesses. L'écologie nous enseigne que la stabilité est issue d'un équilibre des échanges, du partage des territoires, de la diversité maximale et de l'adaptation. Ce n'est pas le pragmatisme, l'adaptation, c'est autre chose. Donc on pourrait appliquer ça à l'économie et à la politique. Et là, ça devient vraiment de l'écologie politique, et pas un joli standard avec des petites fleurs et les oiseaux. Alors, on va prendre des exemples d'échanges déséquilibrés. Le taux d'intérêt. Si je suis à table et que j'ai une assiette trop pleine et que mon voisin n'en a pas assez, qu'est-ce que n'importe qui fait spontanément? Tiens, je t'en donne un peu. Mon verre est trop plein, je t'en donne un peu. C'est humain, c'est normal, c'est évident. Qu'est-ce que fait l'économie? Celui qui a trop d'argent, il ne sait pas quoi en faire, alors il va le prêter. Et s'il est trop riche, il prête, c'est normal. Celui qui n'a pas assez d'argent, il va emprunter, il en a besoin, il a besoin de vivre. Et on demande à celui qui n'a pas assez d'argent de donner un taux d'intérêt à celui qui a trop d'argent. On va appauvrir le plus pauvre, enrichir le plus riche. C'est mathématiquement un système divergent. Ça ne peut pas fonctionner. Cherchez le mot usure dans Wikipédia, vous verrez que c'est un problème vieux comme le monde, qu'on connaît très bien, dont on connaît les solutions, et qu'on n'a toujours pas compris qu'il fallait l'interdire. Donc le taux d'intérêt est quelque chose à bannir. Ce n'est pas de la solidarité, ce n'est pas du partage, et ce n'est tout simplement pas viable. En plus, celui qui emprunte, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est dans l'ennui, est obligé de réemprunter pour sortir ses ennuis, ses taux d'intérêt s'additionnent, c'est une spirale descendante. Et il y a une courbe que j'aime bien, c'est cette courbe, si vous vous rendez compte que la classe moyenne, si elle s'enrichit, elle tombe dans la richesse. Elle a les bons conseils financiers, elle peut placer de l'argent, elle commence à avoir de bons banquiers, elle peut avoir un bon métier, elle a des relations. On tombe dans la richesse. Inversement, celui qui est pauvre, il
tombe dans la pauvreté, il commence à avoir des ennuis. Sa voiture tombe en panne, il l'égare mal, il est en panne, il paye une amende, il se retrouve avec des difficultés de loyer, il a un retard bancaire, il se retrouve avec des pénalités. On tombe dans la pauvreté. Et en plus, il tombe trop bas, il tombe dans les services sociaux qui vont l'épauler de telle façon qu'il remonte à un niveau statu quo, mais il ne peut pas revenir en arrière. Il est coincé, il est étiqueté, il a son dossier. Et s'il veut revenir en arrière, il tombe dans la partie basse, il est très difficile de revenir au milieu. La difficulté, c'est de rester au milieu. Cette espèce de courbe d'instabilité, il faut l'inverser. Qu'on puisse avoir le droit à la richesse, mais avec du mérite, du travail, de la chance, des compétences. Qu'on puisse avoir le droit à la pauvreté, mais parce que vraiment c'est une vocation, parce qu'on aime vivre simplement, parce que c'est un choix. Inverser cette courbe. C'est un des projets, mais c'est encore un autre débat. Alors, première application, donc ce taux d'intérêt. Deuxième application, la propriété. Vous savez que l'écologie m'a dit que chaque espèce n'avait que son territoire. On a la propriété. Propriété, je vais remonter carrément à 1789, 16 articles magnifiques, la Déclaration des droits de l'homme, le 5e article qui est une conclusion. Tout pays qui n'adopte pas la Déclaration des droits de l'homme n'a pas de constitution. Personne ne réagit? Personne ne me dit non, il y a un 17e article. 17e article, la propriété. La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être dépossédé pour le bien public, sauf en une juste rémunération, à peu près ça. Pourquoi on a rajouté ce truc de propriété au dernier moment? Un droit inviolable et sacré, sans devoir, sans limite. Ce qui permet au propriétaire de la hacienda de dire à son ouvrier agricole « Ma propriété s'arrête où commence celle du voisin ». Ce qui permet au propriétaire de dire « Mais cette maison est à moi, tu veux y habiter, tu payes un loyer ». Ce qui permet à des entreprises d'acheter des quantités de logements pour les louer ou pour ne pas les louer en attendant qu'ils prennent de la valeur. Ce qui permet aux Chinois de s'acheter actuellement des tas de terres arables dans des pays où il n'y a même pas de cadastre en payant leur gouvernement pour produire de l'huile de palme. Et les gens qui sont sur place se retrouvent dans les collines où il n'y a plus rien à manger. Et ils n'ont pas d'eau parce que Coca-Cola a pris l'eau pour faire les boissons qu'ils leur vendent. La propriété sans limite et sans devoir. Je pourrais parler pendant des heures sur cette idée. Donc la notion de propriété doit être changée. La propriété, oui, vous avez le droit d'être propriétaire, mais à condition que cette propriété, vous en servez, vous la gériez, vous en fassiez quelque chose d'utile. Avec ce magnifique proverbe, vous n'êtes jamais propriétaire de la planète, vous l'empruntez à vos propres enfants. Donc prenez votre propriété, mais rendez-la dans un meilleur état que celle où vous l'avez reçue. Le contraire de ce qu'on fait avec la planète. Donc une propriété avec des limites, avec des devoirs, une propriété qui soit réfléchie. Une règle d'écologie appliquée. Alors comment ça se passe pour l'entreprise? Eh bien, on a un plan comptable de l'entreprise. Le plan comptable de l'entreprise, c'est le regard de l'entreprise fait par ses propriétaires ou ses actionnaires. Toute la comptabilité consiste à regarder est-ce que ça me rapporte à moi propriétaire ou à moi actionnaire, ce qui est pareil. Mais qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise est une activité collective, humaine. Et il y a ceux qui travaillent, qui fabriquent des produits de plus ou moins qualité, ceux qui achètent, qui sont satisfaits ou non, le produit dure plus longtemps. Il y a ceux qui la dirigent, ceux qui la possèdent. Il y a les fournisseurs qui en vivent. Il y a les voisins qui la subissent. Si une entreprise n'est pas une action collective, qu'est-ce que c'est? Donc, si on doit faire une entreprise collective, il faut faire un plan comptable de l'entreprise, qui est le plan comptable de l'utilité sociale de l'entreprise. C'est-à-dire regarder l'entreprise, pas par le petit bout de la lorgnette de celui qui la possède, mais par la lorgnette de tous ceux qui en vivent, qui bénéficient de ce qu'elle produit, qui lui vendent, qui lui achètent, qui vivent autour. Je cherche désespérément un comptable qui veut bien un jour travailler sur ce projet, de construire un plan comptable de l'utilité sociale de l'entreprise. Il y a un vrai projet à faire. Ensuite, une autre chose sur l'entreprise, vous rappelez que l'écologie nous a dit l'équilibre. On nous parle de la rentabilité de l'entreprise. Une entreprise doit être rentable.
qu'est-ce que c'est qu'une entreprise rentable? Une entreprise rentable, c'est une entreprise qui gagne plus que ce qu'elle ne produit. Ça ne vous rappelle pas les taux d'intérêt? Alors, j'ai tout un laïus que je vais économiser parce que je vois que le temps tourne, sur la notion de rentabilité de l'entreprise. Une entreprise n'a pas à être rentable, elle a à être équilibrée, qu'elle fabrique de bons produits, avec des gens qui sont contents de les produire, des gens qui sont contents de les consommer, et qu'elle ne détruise pas son environnement, et qu'elle satisfasse tous ses voisins. Une entreprise comme ça n'a pas à être rentable. Un boulanger a besoin de survivre, plus que de gagner des sous. Parce que si le boulanger n'est pas rentable et qu'il ferme, le village n'a plus de pain, le meunier vend plus sa farine, le paysan vend plus son blé, le village meurt. Ah, mais elle n'était pas rentable. Non, elle n'a pas à être rentable, elle doit d'abord être utile. Donc il faut construire l'entreprise sur une autre notion que la rentabilité. Alors, ça passe par la décision de l'entreprise, etc. Alors, il y a une approche de cette entreprise non rentable, de cette entreprise collective, qui sont les scopes. Mais malheureusement, les scopes marchent toujours sur le même plan comptable. C'est une propriété collective, mais il n'y a toujours pas le rôle social de l'entreprise. Une scope peut très bien marcher à fabriquer des armes, par exemple. Une autre application, la conception de la monnaie. La monnaie, actuellement, est une monnaie fiduciaire. Qu'est-ce que veut dire fiduciaire? La monnaie n'a que la valeur de la confiance que l'on a en ceux qui l'émettent. Qui l'émet aujourd'hui? La BCE et surtout les banques, puisqu'une bonne partie des banques est fabriquée par le jeu monétaire. D'autres vous expliqueront ça en détail. C'est-à-dire les banques vous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, mais elles génèrent une monnaie fictive que vous utilisez tous les jours. Et cette monnaie fictive, elle l'encaisse en monnaie réelle avec votre travail, plus des taux d'intérêt encore bien réels, parce que vous êtes assez bossé pour les acquérir, pour les fournir. Cette monnaie est fiduciaire. Alors c'est très particulier la monnaie fiduciaire, parce que ça veut dire que vous êtes obligé de faire confiance à ceux qui l'émettent. Voilà des gens qui émettent la monnaie, qui ne sont ni élus ni désignés, on ne sait même pas leur nom. Et ces gens exigent qu'on leur fasse confiance, quelle que soit leur décision. Et quand ils font une connerie, ils viennent nous demander de les aider à boucher leur trou. Non seulement on leur fait confiance, même quand cette confiance tombe, il faut qu'on vienne les aider à réacquérir cette confiance. Vous vous rendez compte quand même du piège qu'il y a? C'est ce qu'on a dans notre poche. Notre ennemi est dans notre poche. Les religions avaient réussi à mettre notre ennemi dans notre tête. À la limite, notre tête, en réfléchissant un peu, pouvait se rendre compte que c'était peut-être qu'une supposition. Mais là, ils nous ont mis notre ennemi dans notre poche. Et quand on réfléchit, on se rend compte mais qu'on est piégé. Parce que si on les critique et qu'on n'a plus confiance en eux, on prend nos sous, on les jette. Comment je paye mon loyer? Comment je paye mon pain si je jette le produit de mon travail? Donc cette monnaie de confiance nous piège. En plus, qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, ce n'est pas la propriété des banquiers. C'est un objet collectif qui nous appartient à tous, qui signifie que quelqu'un a fait un boulot pour moi, je lui donne une reconnaissance de dette au nom collectif, en disant oh oui, il a travaillé tant d'heures, il gagne tant. Je lui donne les moyens de se faire reconnaître par n'importe qui comme ayant rendu service à quelqu'un. C'est donc bien quelque chose de collectif. C'est une confiance de tout le monde, et certainement pas d'un économiste aussi compétent, aussi distingué soit-il. Donc il faut reconstruire une monnaie collective, démocratique, qui correspond à des règles et pas à des compétences, aussi douées soient-elles. C'est encore une autre piste d'action, la monnaie. Alors, j'ai plusieurs pistes comme ça, mais on va me dire, mais vous êtes complètement utopique de balancer des idées pareilles. Mais j'ai dit au début, l'utopie, c'est de croire qu'on va continuer comme ça longtemps.
Être utopique, c'est de croire que ce système économique va se survivre à lui-même. Croire que notre planète va se survivre en continuant comme ça. L'utopie actuellement, c'est eux. Être réaliste, c'est d'essayer d'imaginer toutes les solutions, aussi délirantes soient-elles, pour essayer de voir laquelle qui va marcher. Il faut toutes les essayer, comme en écologie, la diversité. Et puis, qu'est-ce qui se passe en écologie? Eh bien, l'espèce qui a su s'adapter, eh bien, elle survit. Eh bien, on les essaye toutes. Il faut essayer toutes les utopies, et s'il y en a une qui marche, tant mieux. Ben, si celle-là ne marche pas, une autre marchera. Mais il faut être totalement utopiste quand on voit leur réalisme et leur pragmatisme, à quoi ils nous mènent. Alors, j'avais expliqué tout à l'heure qu'il ne faut pas se tromper d'ennemis. Ce ne sont pas des hommes ou des institutions qui sont nos ennemis, mais des règles. Bien sûr qu'il y a des fautifs. Mais si vous les dézinguez, un autre prendra la place si on ne change pas les règles. Donc c'est bien des règles entre nous, notre façon de travailler entre nous, d'échanger, qu'il faut changer. Comme le système mafia, vous pouvez mettre toute la police que vous voulez, tant que vous ne changez pas la logique, la mafia, elle survivra d'une façon ou d'une autre. À la limite, ce sera la police qui deviendra mafia. Donc, puisque ça part dans toutes les directions, ces utopies, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va dire, il faut aller tous ensemble, on va se mettre au travail. Mais certainement pas, puisqu'on part dans toutes les directions. On ne va jamais pouvoir se mettre d'accord sur le modèle à mettre en place. On ne peut pas se mettre d'accord sur la solution, puisqu'on est en train de la construire et qu'il y en a 36. Mais il y a un point bien précis sur lequel on peut se mettre d'accord. On ne se mettra pas d'accord sur le but, mais on peut se mettre d'accord sur le chemin. On ne se mettra pas d'accord vers où on veut aller, mais on peut se mettre d'accord sur le moyen d'en débattre, sur notre façon d'en discuter, notre façon de confronter nos idées. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une constituante, c'est une démocratie, mais une vraie démocratie, celle que l'on construit, pas celle qu'un ingénieur en législation démocratique, comment on dit ça, un légiste constitutionnel. Vous savez, ces experts de la Constitution. Un monsieur avec plein de livres autour, il a tous les livres. Il n'est jamais allé demander à un citoyen ce qu'il en pensait. Il ne va même pas lire un cahier de doléances. Si les autres disent ce qu'ils pensent, quel est son rôle? Donc c'est vraiment une constituante. Les règles, on ne les a pas, c'est à nous à les construire. Alors, il y en a quelques règles que je voulais démolir au passage. Je vois que l'heure tourne, je ne vais pas en mettre beaucoup, mais je vous en dis quelques-unes. Le PIB, outil de mesure absurde de la production. Plus on construit de mines antipersonnelles, plus le PIB monte. Plus on fait des aides sociales, plus le PIB monte. À mon avis, ça devrait plutôt descendre. Bon, la loi Pompidou-Rothschild, vous avez entendu parler